Chers amis fidèles à notre émission Voyage Nature, bonjour. Aujourd'hui, nous vous emmenons aux Philippines à travers un documentaire de Gilles Roussel sur l'art de camouflage des animaux marins. Bonjour Gilles. Bonjour Sébastien. Avant de voir votre film, pouvez-vous nous planter le décor ? Volontiers. Les Philippines sont un ensemble de 7000 îles réparties en 3 zones géographiques. Au nord, Luçon, qui abrite la capitale Manille, Mindanao au sud, et au centre, le groupe des Visayas, dont fait partie l'île de Negros. Merci Gilles pour ce rapide tour d'horizon. Je vous propose maintenant de nous présenter votre film. Avec plaisir, mais auparavant, je vous situe rapidement où se situe notre reportage. Comme l'immense majorité des îles de l'archipel, Negros est une île volcanique à la végétation tropicale. L'eau est abondante, sous forme de rivières ou de lacs comme celui de Balanan. Colonisées pendant 350 ans par les Espagnols, puis par les Américains, les Philippines ont obtenu l'indépendance en 1946, après l'invasion japonaise de 1942. On y parle le philippin et l'anglais. L'abondance d'eau permet la culture de la canne à sucre et du riz. La pêche représente l'autre source alimentaire importante, avec une grande variété de poissons frais ou séchés qui seront vendus au marché, comme celui de Malapatay que je vous laisse découvrir. Une multitude de put-put y amène vendeurs et acheteurs. On y trouve du riz, séché au soleil, avant d'être transformé en farine à la minoterie. Les échoppes en bambou s'alignent des deux côtés de la rue. On y vend des fruits en abondance, ainsi que du poisson ou de la viande. Les put-put transportent également vaches, cochons ou poulets depuis le marché aux bestiaux. Si le niveau de vie est faible, personne ne semble souffrir de la faim. Au sud de Negros, le Talta Resort, tenu par Patrick et Matisse, a été un camp de base des plus confortables. Adeptes d'un tourisme raisonné et écologique, ces deux Français ont développé une petite structure de 16 bungalows associés à un centre de plongée. Et maintenant, le film proprement dit. Pour rejoindre l'île d'Apo, nous empruntons un banca traditionnel, bien stabilisé par ses flotteurs en bambou, où le matériel de plongée est embarqué depuis la plage. Il faut compter une demi-heure de navigation pour rejoindre la réserve marine où nous allons plonger. Grâce à la protection du site, les coraux sont abondants et très colonisés. Comme sur Terre, la lutte perpétuelle entre proie et prédateur s'exerce. Les tortues, très nombreuses sur ce site, ont peu d'ennemis à l'âge adulte du fait de leur carapace résistante. À tel point qu'elles peuvent dormir sans crainte d'être inquiétées.
Les prédateurs, de leur côté, se dispensent de protection, comme ces calmars ou ce tricot rayé qui ose nager en pleine eau lorsqu'il ne chasse pas. Si les murènes sortent de leur abri pour chercher une proie, elles restent le plus souvent à l'affût dans les anfractuosités du récif. Le récif est un lieu de vie, source de nourriture et de protection, colonisé par ceux qui n'ont d'autre défense que de se cacher en cas de danger, comme cet ange royal, ce petit diodon ou cette lime électrique. Sur le récif se concentrent coraux, crustacés et poissons de toutes espèces. Si la plupart se cachent, d'autres à l'inverse affichent clairement leur dangerosité au grand jour. C'est le cas de nombreux vers marins dont les couleurs vives indiquent leur toxicité. Méfiez-vous également de la crevette arlequin, c'est un redoutable prédateur d'étoiles de mer. Ce jeune poisson perroquet à points rouges affiche des couleurs éclatantes pour tromper les prédateurs sur une toxicité dont il est dépourvu. Après une pause bienvenue, allons voir quelle ruse emploient ceux qui vivent sans les cachettes naturelles du récif. Pour cela, nous rejoignons la côte sableuse de Malatapaï. Là où il n'y a que du sable, des petits malins misent sur la cohabitation pour se protéger mutuellement. C'est le cas des poissons clowns et de leur anémone, ou des gobies et de leurs crevettes pistolets, ou de ce crabe arlequin. D'autres se fient à leur très petite taille qui rend le repérage difficile, comme ce gobi nain, ces gobies okinawa, ou ce minuscule poisson crapaud de quelques millimètres. Si l'on ne peut être petit, faire croire que l'on est gros en se regroupant, comme ces poissons couteaux. Les plus ingénieux se camouflent par mimétisme. Ce peut être simplement la coloration adaptée au biotope, comme pour le poisson faucon sur sa gorgone, ou ce grondin volant sur le sable.
Mais la ruse peut être plus sophistiquée en associant mimétisme et camouflage, comme cette sole tropicale ou cette raie ensablée. Le poisson fantôme pousse le camouflage jusqu'à un mimétisme qui peut atteindre des sommets de précision pour se confondre avec l'environnement, lui permettant de devenir indétectable s'il n'est pas en pleine eau. Tout comme cette Tosema striée, apparentée aux crevettes, ou cette galatée des comatules. Le poisson-feuille adopte un mimétisme comportemental en se laissant porter par le courant comme un quelconque débris. La crevette transparente parie sur l'invisibilité. Et le poisson-scorpion à houppe, immobile, cherche à se faire passer pour un vulgaire caillou. Quant à la sèche, elle se cache derrière un nuage d'encre en cas de danger. Mais le champion toute catégorie reste le poulpe, capable de véritables métamorphoses. À la tombée du jour, le camouflage perd de son utilité et la nuit donne la possibilité d'approcher d'autres espèces. Les stigmates zébrés, les antennaires aux couleurs et aux formes improbables, la sèche à papilles, l'araignée épineuse, la crevette arlequin, le crabe honteux, le poisson-coffre juvénile, le poisson épervier rayé, le poisson lime des herbiers, les mythiques hippocampes. Merci pour ces images que nos téléspectateurs auront appréciées autant que moi. Une prochaine expédition est-elle envisagée? Oui, ce sera en Indonésie en fin d'année. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission de Voyage Nature.